Connaissance, recherche, sciences, sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Ce n'est pas parce que on a une déclaration aux Nations Unies que le monde soudain se comporte comme il faut. Mais on a en main alors des arguments, un instrument qui peut être très utile. Et la politique est globale, mais est avant tout locale. Et il faut toujours l'analyser dans son contexte historique, culturel, etc., tradition politique. Et quand on veut bouger un agenda en Chine, ce n'est pas par la société civile ou les médias qu'on le fasse. C'est là que c'est par le Parti communiste. Et donc là, pendant des années, on a essayé de travailler avec des instances toujours plus importantes au sein du Parti communiste. Et à un moment donné, en 2005, j'ai donné un discours sur le sida à l'école centrale du Parti communiste à Pékin, et qui était inspiré par le livre de Mao Zedong ou de son discours sur la contradiction. Parce que là, c'est un peu pour répondre encore à la question que Olivier avait mentionnée, c'est comment parler de droits de l'homme sans parler de droits de l'homme, sans dire le mot, parce qu'à ce moment-là, c'est fini. C'est quand on était à Cuba et pour dire que ces sanatoriums où on enferme les personnes vivant avec le VIH, c'est une violation de l'homme, ça c'est le meilleur moyen de n'avoir aucun impact. Mais il y a d'autres façons de le faire. Donc, je donne ça comme exemple pour montrer qu'une flexibilité et une connaissance du système ou des systèmes est extrêmement important pour ce genre de travail. Et une approche qui est, disons, monolithique, mais personne ne dira qu'elle est monolithique, mais une approche unique n'aura pas de chance, je pense, pour avoir des résultats. Maintenant, un des enfants des résultats de cette session extraordinaire de lutte sur le sida de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est le Fonds mondial. Et le Fonds mondial, je vais parler un peu de ça, est vraiment, à mon avis, encore un nouveau type d'institution multilatérale. C'est une institution multilatérale, mais qui opère en dehors du système des Nations unies. Les bailleurs de fonds, surtout les États-Unis, ne voulaient pas d'un fonds spécial pour la lutte contre le sida qui serait géré par les Nations unies. C'était au début des années de Bush, mais aussi à cause de l'inefficience de beaucoup d'institutions des Nations unies quand il s'agit de verser de l'argent et de mise en œuvre. Je crois que les Nations unies sont bien pour les urgences et pour des questions normatives et tout ça, mais pas pour une mise en œuvre en développement. Il s'agit d'un partenariat public-privé. Et ce qui est important, à mon avis, c'est que le fonds finance des demandes qui viennent des pays. Ce n'est pas le fonds qui prépare les demandes. Ça, c'est une grande différence avec ce que fait, par exemple, en principe, la Banque mondiale le fait aussi, mais là, c'est les consultants de la Banque mondiale ou le personnel qui vraiment rédigent les programmes. Aussi, ce qui est très important, c'est que la gouvernance du fonds comprend 22
membres et son conseil d'administration, des gouvernements, des représentants des ONG, de la société civile, secteur privé et des Nations Unies. Et contrairement au conseil du programme de l'ONU-SIDA où les ONG n'ont pas de droit de vote, mais on n'a jamais voté, en tout cas aussi longtemps que moi j'étais là, au Fonds mondial, on vote, parce qu'il s'agit de voter sur des questions d'argent énormes. Et là, les ONG ont droit de vote. Par contre, les représentants des Nations Unies n'ont pas de droit de vote. Et ce qui, je pense, est une bonne chose parce que c'est les agences des Nations Unies qui sont souvent censées de mettre en œuvre des programmes ou d'être des conseillers techniques. Le fonds, jusqu'en 2008, a versé 10 milliards de dollars, c'est énorme. Et la question maintenant, est-ce que c'est un modèle pour d'autres biens publics? On parle d'un fonds du réchauffement climatique, etc., ou pour d'autres problèmes de santé. Là, le président Bush était un peu un cavalier qui venait du noir là, et avec son annonce de 15 milliards de dollars pour la lutte contre le sida en 2003. C'est une illustration qu'on ne peut pas planifier tout. Qui avait attendu ça? Ce n'était pas non plus planifié. Le sida est traditionnellement un agenda aux États-Unis des démocrates, de la libérale, comme on dit, des partis. Et puis là, Bush, en 2003, il lance son programme. Et ça change tout quand il s'agit de la lutte contre le sida. C'est en fait la plus grande initiative de santé internationale, 15 milliards dépensés entre 2003 et 2008, et maintenant la nouvelle tranche est de 48 milliards de dollars. Et même en période de crise, l'administration Obama a confirmé qu'ils vont continuer. Maintenant, il faudra voir si, dans le cadre des restrictions budgétaires des années à venir, si on va atteindre ces 48 milliards, mais c'est quand même énorme, même si c'est 10% de moins. Mais c'est nécessaire aussi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme qui n'est pas censé couvrir toute la Terre, mais il y a 15 pays prioritaires et puis il y a de l'argent qui est dépensé ailleurs aussi. Priorité au traitement, et l'année passée, il y avait à peu près 2 millions de personnes qui étaient sous traitement grâce à l'argent du contribuable américain, ce qui, dans mon esprit, soulève des questions de souveraineté. Quand dans un pays, des centaines de milliers de citoyens dépendent de leur survie du vote dans un parlement à quelques milliers de kilomètres, là, donc un parlement étranger, quel est le taux de souveraineté de ce pays? Mais ces pays dépendent aussi de leur survie pour d'autres raisons d'autres pays, mais quand même, ici, c'est rare que c'est tellement direct. Si un jour il y a une crise économique aux États-Unis ou si le Congrès dit ça suffit parce qu'on a besoin pour je ne sais pas quoi, ça peut signifier la mort de ces 2 millions de personnes. Donc c'est un phénomène nouveau, sans précédent dans la coopération internationale. Le Congrès américain avait ajouté une clause en disant que, donc, comme on vient de le dire, 1/3 du budget de la prévention doit aller à des programmes d'abstinence. Ça a été arrêté par le nouveau Congrès démocrate en 2008, et donc ça ne fait plus partie des 48 milliards. Et intéressant aussi, c'est les ONG, des universités américaines et des groupes religieux qui mettent en œuvre. Cet argent ne va pas aux États. Et les États-Unis, ici, vous voyez l'argent qui va à la lutte contre le sida. Ça, c'est l'argent des pays en développement, mais de l'argent international
plus de la moitié vient des États-Unis. Mais quand on le prend par revenu par des pays donateurs, là, c'est les Pays-Bas, les Suédois, l'Irlande, le Royaume-Uni qui sont bien plus généreux que les États-Unis et les autres pays des G8. C'est les pays les plus développés, les plus puissants en termes économiques qui sont en fait le moins généreux, avec l'Italie qui maintenant ça a encore baissé encore plus. Pour terminer cette partie, comment est-ce qu'on... il y a des analyses de politique, et notamment un article par Schiffman et Smith dans Lancet il y a 2 ans, qui a essayé d'analyser la question suivante: comment est-ce que ça se fait que le sida est à peu près la seule maladie qui est tellement à l'agenda politique, et là il y a tant d'autres problèmes. Chaque année, il y a 1 demi-million de femmes qui meurent en donnant naissance. Donc ça, c'est la mortalité maternelle, c'est un des grands scandales de notre époque. Et là, il n'y a pas de mouvement. Bon, bien sûr, on peut dire une femme qui meurt dans l'accouchement ne peut pas plus parler, mais il y a d'autres problèmes. Et en fait, les problèmes de tuberculose et la malaria, le paludisme, ont bien profité, si je puis dire, du sida, ce qui est une bonne chose, à travers le Fonds mondial qui finance aussi les programmes contre le paludisme et la tuberculose. Alors là, il a dit, bon, il y a le pouvoir des acteurs, il faut vraiment des stratégies politiques, donc une conceptualisation, et pas seulement donner des problèmes, mais aussi des solutions, un contexte politique, donc travailler là-dessus, et les caractéristiques du problème. Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais il y a de plus en plus une approche méthodologique des sciences politiques qui explique ce qui se passe avec le sida. L'approche que moi j'avais utilisée était la suivante. D'abord, bien documenter le problème, l'analyser, être sûr que l'information soit bien fondée et juste. Ce n'est pas toujours facile et il y a des incertitudes. Deuxièmement, c'est de redéfinir le problème. Comme je dis, quand un problème est seulement un problème technique et qu'on le propose comme un problème technique, on a très peu de chances de mobiliser en dehors du cercle des initiés. En plus, si on utilise un langage hermétique plein d'acronymes, etc., ça c'est la meilleure façon de ne pas avoir des alliés. Troisièmement, il faut aussi, comme je l'ai dit, il faut une solution. Solution réelle ou quasi-solution. Et je m'explique. Quand on est décideur, il faut faire des priorités. On ne peut pas faire tout. Et comme disait mon vieux professeur de santé publique, un problème sans solution n'est pas un problème. Là, il faut faire de la recherche. Mais on ne peut pas agir, on ne peut pas investir. Et dans le cas du sida, quelle était la solution, entre guillemets? C'était le traitement. Même si nous savons que le traitement n'est pas une solution. Mais aux yeux des décideurs politiques, c'est une solution. Primo, c'est une solution, on voit les résultats à court terme, parce qu'ils ne sont pas tellement intéressés à des projets qui donnent des solutions ou des résultats dans 5 ans ou 10 ans. C'est vraiment l'effet de hasard où on donne le traitement et on peut compter le nombre de vies sauvées de façon très, très exacte. Et aussi, l'avantage du traitement, c'est qu'il ne fallait pas parler de sexe ou de drogue. Donc, ça enlevait cette complication dans l'esprit de certains. Quatrièmement, pour développer un mouvement social et mettre quelque chose à l'agenda avec des ressources nécessaires, comme c'est le cas pour le sida, il faut des coalitions. Et donc, pour faire cette coalition, j'en parlerai quand on parle de la société civile, cette coalition,
n'est pas une coalition de puristes. Si on veut seulement s'allier avec des gens qui pensent 100% comme moi, là, il n'y a pas tellement de gens en général. Et donc, il faut un programme minimal avec des objectifs et qu'on se met d'accord, on va se battre pour atteindre cet objectif. Et c'est ça le sens des coalitions, j'en donnerai un exemple. Il faut un leadership aussi bien institutionnel, et puis il faut de l'audace, il ne faut pas se laisser décourager par des considérations de la réalité ou des objections des pouvoirs en place. Et ici, je vais parler un peu de cette société civile qui, dès le début, était extrêmement impliquée dans où est-ce qu'on est ici? Dans la lutte contre le sida. Oups. En bas à gauche. Ah, voilà, oui. Parce que l'espace était laissé ouvert par les gouvernements qui n'intervenaient pas au début, et que, comme nous savons, le VIH touche au début dans nos pays le milieu gay. Ici, vous voyez le président Reagan, qui n'a pas pu prononcer en public le mot sida que vers la fin de son mandat. On pourrait faire une analyse très freudienne de ça, parce que ce qu'on ne peut même pas prononcer en public, ça veut dire que c'était très profond, très profondément caché. Donc il y avait des mouvements qui au début étaient très axés vers contre la discrimination, contre le besoin de la recherche. Et il est intéressant qu'aux États-Unis, le mouvement activiste a mis beaucoup l'accent sur l'importance d'investir dans la recherche, de l'accès aux traitements même expérimentaux avant que ça ne soit prouvé. Moi, je ne parlerai pas de la France ou de l'Europe, ça vous connaissez mieux que moi, mais il est clair que le sida a engendré un mouvement peut-être social, global, d'un type nouveau, et un mouvement qui ne remet pas seulement en question la santé publique classique, mais aussi le rôle de l'État, des institutions internationales créées après la guerre mondiale, et même les théories sociologiques. Mais il s'agit d'un monde très hétérogène. Aux États-Unis, par exemple, l'action était contre l'homophobie, pour les droits gays, et puis surtout influencer l'agenda scientifique et l'accès aux soins aux États-Unis dans le cadre d'un système de santé où beaucoup de gens sont exclus et où, si on est malade, on perd son assurance maladie et on perd les possibilités d'accès aux soins si on n'a pas d'argent. En Afrique du Sud, c'était une lutte politique de classe. C'était vraiment ça l'idéologie de base de la lutte pour l'accès aux soins, contre la discrimination raciale, contre la discrimination des femmes, et avec des alliances locales et internationales. Au Brésil, le mouvement gay était la base, mais avec une alliance avec le gouvernement, contrairement aux États-Unis, et une lutte pour la gratuité des soins, production locale des ARV, et avec une grande solidarité latino-américaine, qui n'était pas toujours appréciée d'ailleurs par les autres latino-américains. Et en Ouganda, complètement différent, un appui communautaire et une approche vivre positivement. Et c'est intéressant que cette diversité continue, ça c'est au Mexique, avec une base dans le mouvement gay, et c'est là aussi d'ailleurs que le problème du sida se trouve. Mais en Afrique du Sud, c'était complètement différent. Ici, vous voyez encore une fois Zaki Ahmad, le leader de Treatment Action Campaign. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que
c'était un mouvement, ou c'est un mouvement de masse. Ils ont à peu près des dizaines de milliers de membres actifs, mais où il y a une combinaison d'alliances, ici avec c'est l'archevêque de Cap, mais où il y a en fait trois axes stratégiques. Des alliances stratégiques locales, une action de la rue, des actions juridiques. Ils font toujours, tout le temps des procès à l'État. Et ils sont très professionnels dans l'analyse, ce qui leur permet d'offrir une information souvent très technique avant tous les autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que après quelques années, ils ont fait la liaison avec des ONG et des internationales, notamment Médecins sans frontières, qui est très actif pour l'accès aux soins dans la province du Cap. Le mouvement, malheureusement, est en pleine crise, crise assez classique. D'un côté, depuis le départ du président Mbeki, l'ennemi principal est parti et le TAC est maintenant en co-gestion avec le gouvernement. Le vice-président de la Commission nationale sur le sida, c'est un membre de TAC. Donc, ils sont co-responsables et comment se définir alors vis-à-vis de cet organisme officiel du gouvernement. C'est le vieux dilemme de la cogestion, si vous voulez. Et ils ont aussi, pendant l'absence d'action du gouvernement, ils ont mis sur pied pas mal d'activités au niveau communautaire. Et ce qui coûte énormément, mais avec les bailleurs de fonds internationaux, une fois qu'ils ont vu que le gouvernement commence à prendre le sida au sérieux, ils ont passé leur argent vers le gouvernement et le TAC est en difficulté. Et puis, il y a des questions de management et de leadership. En fait, tous des problèmes classiques d'un mouvement spontané, né spontanément, c'est là, je pense que dans l'histoire, il y a beaucoup d'exemples. En Ouganda, complètement différent. Ici, vous voyez Noreen Kaleba, qui est la fondatrice de TASO, c'est la AIDS Support Organization. Ils étaient en fait les premiers. En 87, ils ont été fondés par 16 personnes qui soit avaient le sida, soit dont un partenaire était mort du sida, avait le sida. Donc un groupe d'appui, 16 personnes, 16 amis qui sont rencontrés et qui développés. Aujourd'hui, ils servent plusieurs centaines de milliers de personnes qui, avec un appui psychologique, mais économique, provision du traitement, conseil. Et leur stratégie, c'est vivre positivement. Ils ont eu le prix Roi-Baudouin pour le développement en 90. Et le prix était donné, c'est un prix pour le développement, parce qu'ils disaient qu'ils ont retourné une catastrophe en quelque chose de positif. Et en positif dans le sens d'une communauté qui prend son destin dans ses propres mains et qui ne se laisse pas complètement déprimer et laisser aller et attendre jusqu'à ce que le gouvernement ou quelqu'un de l'extérieur les aide. Ça, c'est en fait remarquable. Ils sont beaucoup moins politiques qu'en Afrique du Sud, mais aussi le cadre institutionnel, légal et l'espace démocratique est beaucoup plus limité qu'en Afrique du Sud. Donc ça, il faut le voir aussi. Grand défi aussi, c'est la gestion. C'est devenu une très grande entreprise pratiquement, et avec une grande dépendance de financement extérieur. Et puis, il y a quelque chose qui nous étonne souvent en Europe, et ça, c'est qu'il y a des activistes sida conservateurs aux États-Unis. C'est des chrétiens évangélistes qui ont un agenda social, contrairement à la génération précédente des évangélistes. C'est le genre de Rick Warren et la
Saddleback Church et le fils de Pat Robertson, j'ai oublié son nom, de Samaritan Purse. Et ils ont maintenant joué un rôle extrêmement important dans ce leadership américain pour la lutte contre le sida. C'est par eux que le président Bush a vraiment fait sa proposition. Ils ont fait des alliances avec des milieux progressistes, même s'ils sont en général assez homophobes. À leur sommet, il y a des activistes sida qui sont ouvertement gays et qui viennent parler là-bas. Disons que ce que j'aime bien là-bas, c'est que ça crée vraiment de la confusion et on doit quitter un peu notre façon souvent de penser dans des boîtes qui ne bougent pas. Et c'est ça aussi un peu les États-Unis, je dirais. Donc cet amalgame, ce cocktail est vraiment une force fragile de cette alliance pour un appui aussi bien à Bush qu'à Obama. Mais il y a des problèmes. Ils ont, comme on vient de l'entendre, ils ont une grande influence en Afrique où ils exportent les guerres religieuses américaines et influencent quand même ils ont une plus grande influence qu'ils pourraient l'avoir ici. D'autres problèmes, c'est que problème pour le préservatif beaucoup mieux, mais c'est surtout pour tout ce qui touche à l'homosexualité et à l'éducation sexuelle. Mais il y a là aussi une alliance très intéressante et très américaine entre les conservateurs et les progressistes sur les questions de prostitution, où la prostitution est vue uniquement comme une question de trafic de femmes et d'enfants, et d'où aussi des limitations de dépenser de l'argent pour des programmes avec des prostituées. Bon, quand on prend le sida dans un contexte historique, le sida est arrivé à un moment où la mondialisation est entrée dans une nouvelle phase économique, culturelle, politique, tous les niveaux, et avec une société de plus en plus intégrée. Mais ça signifie des choses différentes dans différentes questions. Et il y a maintenant un mouvement dans la société civile mondialisée aussi, qui dit que la mondialisation, il faut la renverser. Ce qu'appelle Arjun Appadurai de New York University, la mondialisation, je ne sais pas si j'ai bien traduit par en bas, c'est from below. C'est-à-dire que dit qu'il y a Oh, c'est mondial. Par le bas, oui. Donc, il y a le Forum social mondial qui est anti-globalisation, mais qui est aussi une manifestation de notre monde mondialisé, avec les nouvelles techniques de communication, des causes globales unifiées. Il y a vraiment maintenant des mouvements qui sont aussi mondialisés que les grandes entreprises et certains gouvernements, certaines actions. C'est illustré par des réseaux, et je n'aurai pas le temps d'entrer dans les détails, mais le premier réseau qui a été lancé, typiquement, c'est le réseau des personnes vivant avec le VIH, en 1986, avant le démarrage d'un programme à l'OMS. Il s'agissait de propre survie. Il y a aussi la société, l'International AIDS Society, donc ça c'est des professionnels, surtout du côté biomédical, et qui organisent les conférences sur le sida. Vous voyez ici le nombre de personnes à les conférences sida. À Atlanta, la première conférence, il y avait 2000 personnes, pratiquement tous des Américains. Moi, j'étais avec la délégation zaïroise, comme j'étais là à l'époque. Il y avait 3
Congolais, Zaïrois et moi, et pour le reste, il n'y avait personne d'autre de l'Afrique. Et la dernière, je crois qu'il y avait 25 000 participants, ce qui montre que l'ampleur de la riposte. Autre réseau très important, c'est le ICASO, ça c'est le Conseil international d'ONG qui s'occupent du sida. Il y a des groupes, un groupe qui est très efficace et qui fait du très bon travail, ça c'est la SOA, Société des femmes sida en Afrique. Et je n'ai pas traduit ce que trouvé ici. Ça c'est, pour moi, il s'agit en fait de réseaux d'influence et qui agissent selon 5 axes politiques, à mon avis. C'est les politiques d'information, information rapide, ciblée et avant tout le monde. Deuxièmement, c'est des politiques de levier, d'influencer, mais c'est plus que d'influencer, où le principe est le suivant, c'est qu'il faut influencer des institutions plus puissantes, des personnes plus puissantes, et c'est comme ça qu'on peut atteindre ces objectifs, plutôt que de les atteindre soi-même directement. Ça, c'est l'idée. Et puis, rendre compte. Ces activistes sont très bien documentés et quand il y a une déclaration, les politiciens qui ont signé souvent préfèrent l'oublier, mais 3-4 ans après, on est confronté, on dit mais vous avez promis cela et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Les politiques donc du côté juridique avec des procès, ça a été utilisé de façon très efficace en Amérique latine où dans beaucoup de pays, la Constitution mentionne qu'il y a un droit à la santé. Au Brésil par exemple, au Venezuela ou dans pratiquement tous les pays d'Amérique centrale, on l'a vu en Afrique du Sud. Et puis il y a bien sûr l'agitation dans les rues. Il y a des causes unifiées aussi, ou unifiantes de ces mouvements. Il y a tout d'abord l'accès au traitement, la lutte contre la discrimination, les budgets, le financement, la participation aux décisions et puis les questions de rendre compte. Ce sont les 5 thèmes que j'ai trouvés surtout dans tous ces mouvements. Et une force unifiante était aussi, c'est la journée mondiale du sida, le 1er décembre, depuis 1988. Et ce qui est incroyable, c'est que le thème a une pénétration, comme disent les gens du marketing, énorme dans le monde. Même dans les petits villages, on voit le même slogan pendant quelques jours. Maintenant, parfois, ça se limite à ça pour toute l'année. Mais aussi, effet de levier pour essayer d'influencer là où se prennent les grandes décisions ou les grandes conférences. Et là, je dois dire que les représentants des ONG, de la société civile, sont devenus des experts diplomates, parfois mieux documentés, mieux préparés que les représentants des États qui étaient, par exemple, à mon conseil d'administration à l'ONU-SIDA. Et ils arrivent maintenant à faire du lobbying dans l'Assemblée mondiale de la santé, l'Assemblée générale des Nations unies et tout ça. Et ils travaillent comme des groupes de lobbying. Est-ce que c'est démocratique? Oui et non. Et on peut en parler. Il y a aussi un effet où des gens sans voix maintenant ont accès au plus haut niveau de l'État. Ici, c'est la première réunion d'un groupe de gens ouvertement séropositifs à Addis Abeba qui avait rencontré alors le président de la République. Oui, je ne vais pas... Il y a aussi il y a les démonstrations de la rue, mais aussi le web et les emails. Moi, j'étais bombardé par des trucs. À un moment donné, il y avait une conférence de donateurs pour décider, en fait, quel est l'objectif en termes financiers. Et moi, j'avais dit à un moment donné que
il ne suffit pas de toujours demander plus d'argent, on doit aussi le dépenser de façon convenable. Il faut que ça atteigne les gens, etc., etc. Oh là là, c'était... Tout de suite, il y avait un site web qui s'appelle www.peterpiot, Puppet of the Donors. Donc, j'étais une marionnette des donateurs. Et ça fait partie des tactiques et des approches. Et bon, donc maintenant, avec la gouvernance internationale, il y a plusieurs organes où la société civile est présente. ONU-SIDA, le Fonds mondial, ça sont les mécanismes de coordination au niveau pays pour le Fonds mondial, dans une cinquantaine de conseils nationaux de lutte contre le sida, des comités scientifiques, soit à l'ANRS, mais aussi au National Institute of Health, les conférences sur le sida, et même l'Assemblée générale des Nations unies, qui aurait pu penser il y a 10 ans qu'il y a 2 ans, une personne vivant avec le VIH, une prostituée, un homme gay, ouvertement gay, s'adresse à l'Assemblée générale des Nations unies, ce qui n'est pas très apprécié par tout le monde, ça je peux vous assurer. Mais c'est quelque chose qui, on dit alors que c'est une personne invitée, et c'est comme ça qu'on peut influencer. Donc ils ont vraiment eu un impact, ces mouvements, la naissance, la création du Fonds mondial, l'accès au traitement dans les pays en développement, contre tous les experts en santé publique, les experts en développement, l'augmentation des budgets, la possibilité d'accéder à des médicaments génériques, co-décision, co-gestion, mais je dois dire qu'il y a très peu d'intérêt pour la prévention, ce qui reste un problème. Et pour terminer, ici une analyse, si vous voulez, ou une comparaison entre les grandes ONG traditionnelles et ce nouveau type de mouvement de société civile. Dans le traditionnel, je mets l'UNICEF, MSF, je crois que MSF va jamais me pardonner que je les appelle traditionnels, mais Oxfam, et puis SIDA Environnement. Ces organisations sont originaires du Nord, et pour le nouveau type, c'est de multiples endroits, ils sont apparus comme des champignons parfois. L'approche est humanitaire, et je ne suis pas contre, ce n'est pas un jugement que je porte ici, mais c'est une approche humanitaire. Ici, c'est une approche politique, très différente, avec des structures bien organisées, ici des réseaux très informels, avec qui changent de nature tout le temps. Une approche plutôt réformiste, une approche plutôt radicale. Le traditionnel est là souvent pour la promotion de son propre brand, sa propre organisation. Tandis qu'ici, c'est la promotion d'une idée, d'une lutte avec des alliances. L'approche est une approche de charité, un appel à la charité, d'où les affiches avec, en général, c'est un blanc qui a un enfant noir dans les bras, et je pourrais parler pendant une semaine de choses pareilles. Ici, l'approche est vraiment insister sur l'autonomie des personnes, des groupes marginalisés et une lutte pour cette autonomie. Et là, les ONG j'appelle l'UNICEF une ONG parce que c'est comme ça comme elle fonctionne en fait. Ils mettent beaucoup d'efforts dans la mise en œuvre, et donc c'est là qu'il y a leur valeur ajoutée aussi, mais il y a l'effet de levier pour le nouveau type. Donc je crois que là, on va vers une nouvelle sorte de mondialisation, et le dernier mot n'est pas encore dit sur ces questions. Oui, pourquoi j'ai parlé de Westphalie? Je n'ai pas eu le temps de traduire. Mais le traité de Westphalie de 1648 est un traité qui est toujours la base des relations internationales aujourd'hui. Et donc le principe de la souveraineté des nations-États, le principe de l'égalité entre les États, le principe du respect des traités, et aussi de la non-intervention d'un État dans les affaires internes d'autres États.
avec le sida, on a violé pratiquement tous ces principes. Je ne dis pas qu'on est entré dans un monde post-westphalien, mais c'est beaucoup moins net qu'avant. Et quand on voit que dans par exemple, la préparation, les négociations des traités, il y a des lobbies qui sont partout, et pas seulement, il ne faut pas seulement la société civile, mais aussi les grandes entreprises et tout, les grands intérêts. La non-intervention avec le sida, il y a une intervention humanitaire, en fait, qui s'est faite de facto dans pas mal de pays, même contre le gouvernement, par exemple en Afrique du Sud et autres. Donc, aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase, je pense, où je ne dis pas qu'il faille remettre en question ces principes, mais où la pratique, la mise en œuvre est complètement différente. Donc ça, c'est un peu pour conclure, et je vous demande pardon d'avoir été un peu trop long ici, mais je crois que malgré tout ce que j'ai dit, je reste persuadé que l'État reste vraiment le niveau politique crucial et pour des raisons de durabilité, équité, égalité, etc. Mais il est clair aussi que l'État contemporain n'est plus le centre unique de la politique, mais plutôt un nœud important dans un réseau ou des réseaux mondiaux de pouvoirs différents, et que la signification politique de la société civile a fortement augmenté, et que le sida en est un exemple. Et que n'importe quelle approche sida qui a eu du succès était en fait là où il y avait une bonne connexion entre société civile, entre les gens et les États. L'un sans l'autre n'a pas tellement de chances de réussir. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que le sida est un cas unique, ou est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle tendance, d'une nouvelle approche? Je crois que ce qui vient de plus proche, c'est le mouvement que j'appellerais écologique, mais l'environnement. Quand on va à Copenhague, là, c'était dans les négociations, ils étaient vraiment dans les négociations, mais il y en a peut-être d'autres aussi. Voilà, je vous remercie pour votre attention et voilà.